Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on va se transformer en véritable détective pour résoudre une des plus grandes énigmes de la biologie. Comment la vie évolue-t-elle? Notre enquête va nous mener sur la piste de 3 mécanismes super puissants qui sculptent toute la diversité du vivant. Allez, c'est parti! Alors, voilà notre premier mystère. Regardez bien cette image, c'est la phalène du bouleau. Pendant des siècles, sa forme claire était la plus courante. Mais tout à coup, au XIXe siècle en Angleterre, en pleine révolution industrielle, c'est la forme sombre qui est devenue majoritaire. Comment est-ce possible? Comment expliquer un changement aussi radical et aussi rapide? C'est la question qui va lancer notre enquête. Pour trouver la solution, on va suivre plusieurs pistes. Notre premier indice nous vient de ce qu'on pourrait appeler la loi de l'environnement. Pour comprendre pourquoi les phalènes ont changé de couleur, les scientifiques ont dû commencer par une chose toute simple, observer très attentivement leur milieu de vie. Et c'est exactement ce qu'a fait un chercheur, H. Kettlewell, en 1956. Il a eu une idée, une hypothèse. Il s'est dit, et si la couleur des phalènes avait un impact sur leur chance d'être vue et donc mangée par les oiseaux? Pour vérifier ça, il a dû monter une expérience directement sur le terrain. Et là, attention, voici les résultats de son expérience. Ce qui est vraiment bluffant, c'est de regarder les chiffres. En zone polluée, là où les troncs de bouleau étaient tout noirs à cause de la suie industrielle, eh bien les phalènes sombres survivaient beaucoup mieux, 74%. Pourquoi? Parce qu'elles étaient super bien camouflées. Et à l'inverse, dans les zones non polluées, sur des troncs clairs, c'était les phalènes claires qui passaient totalement inaperçues. La conclusion est claire, l'environnement a un impact direct sur qui survit et qui se fait manger. Ce mécanisme incroyable, il a un nom. C'est la sélection naturelle. C'est le grand principe que Darwin a mis en lumière. L'idée, c'est que l'environnement favorise la préservation des traits qui sont utiles à la survie. Attention, ce n'est pas une lutte consciente, c'est simplement le résultat d'une pression exercée par l'environnement. Les variations de couleur, elles, apparaissent complètement au hasard, mais c'est l'environnement qui va décider si une couleur devient un avantage ou un handicap. Pour que ce soit bien clair, on peut décomposer cette logique en 4 étapes très simples. D'abord, il faut de la variation. Dans notre population, on a des phalènes claires et des phalènes sombres. Ensuite, il faut une pression de l'environnement. Ici, ce sont les oiseaux prédateurs. Troisième étape, la survie différentielle. Ça veut dire que tout le monde n'a pas la même chance. Sur un tronc sombre, être sombre, c'est un avantage énorme. Et enfin, la transmission. Celles qui survivent peuvent se reproduire et transmettre leurs gènes, ici l'allèle sombre, à leurs descendants. Et petit à petit, cet allèle devient de plus en plus fréquent. Bon, là on pourrait se dire, ok c'est bon, j'ai tout compris, c'est la sélection naturelle qui explique tout, mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas? L'enquête n'est pas terminée. On passe à notre deuxième indice, le rôle du hasard. Prenons le cas des jaguars dans les zoos. Ils sont super bien protégés, nourris, soignés, bref, il n'y a pas de prédateurs, pas de pression de l'environnement. Pourtant, les scientifiques observent un truc bizarre. Leur diversité génétique diminue. Certains allèles, c'est-à-dire certaines versions de gènes, disparaissent au fil des générations. Mais comment c'est possible si la sélection naturelle n'est pas vraiment en jeu ici? Eh bien, c'est parce qu'il y a une autre force évolutive qui agit. D'un côté, on a la sélection naturelle, qui est un peu comme un trieur, elle garde les individus les mieux adaptés. Et de l'autre, on a un processus complètement aléatoire, qui relève du pur hasard, c'est la dérive génétique. Avec la dérive, il ne s'agit plus d'être le plus apte, mais plutôt le plus chanceux. La dérive génétique, c'est un peu comme une loterie de l'évolution. Imaginez un grand sac de billes de plein de couleurs différentes. Pour créer la génération suivante, vous ne piochez qu'une petite poignée de billes au hasard. Il est tout à fait possible que, par pure malchance, vous ne piochiez aucune bille bleue. Eh bien voilà, l'allèle bleu a disparu. Pas parce qu'il était mauvais, non, juste par hasard. Et ce graphique le montre parfaitement. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que l'effet de ce hasard est beaucoup plus fort dans les petites populations. Dans une très grande population, les coups de chance et de malchance ont tendance à s'équilibrer. Mais dans une petite population, comme celle de nos jaguars en zoo, un seul événement aléatoire peut complètement changer la composition génétique. Ok, récapitulons. On a nos deux principaux mécanismes, la sélection naturelle qui adapte et la dérive génétique, le hasard. Maintenant, il est temps de s'attaquer à l'énigme finale, la plus grosse de toutes. Comment ces deux forces peuvent-elles, ensemble, aboutir à la naissance de toutes nouvelles espèces? Pour ça, on va s'intéresser à un cas fascinant, celui de l'escargot du genre Satsuma. La plupart du temps, sa coquille s'enroule vers la droite. Mais de temps en temps, à cause d'une petite mutation, un individu naît avec une coquille qui s'enroule de l'autre côté, vers la gauche. On pourrait se dire que c'est juste un petit détail, mais en réalité, ça va avoir des conséquences absolument énormes. Le problème, il est purement mécanique. Pour que deux escargots puissent se reproduire, leurs orifices génitaux doivent s'aligner parfaitement.
Or, à cause de cet enroulement inversé, un escargot gaucher et un escargot droitier sont physiquement incompatibles. Ils ne peuvent tout simplement pas s'accoupler. Leurs anatomies ne correspondent plus, Et le résultat est sans appel. Le taux de réussite pour un accouplement entre un droitier et un gaucher est de 3% seulement. C'est quasiment impossible. On appelle ça un isolement reproducteur. Ils vivent au même endroit, mais ils ne peuvent plus se reproduire efficacement entre eux. Ils sont devenus deux groupes biologiquement séparés. Et ce processus par lequel une nouvelle espèce apparaît, on l'appelle la spéciation. Tout commence très souvent par un isolement. Ici, c'est un isolement reproducteur. À partir du moment où ces deux populations ne peuvent plus se mélanger, elles vont commencer à évoluer chacune de leur côté, soumises à leur propre sélection naturelle et à leur propre dérive génétique, jusqu'à devenir deux espèces complètement distinctes. L'enquête touche à sa fin. On a examiné les preuves, on a identifié les mécanismes. Il est temps de rendre le verdict. En résumé, on a vu que trois grandes forces sculptent le monde du vivant. D'abord, la sélection naturelle, qui adapte les espèces à leur milieu de vie. Ensuite, la dérive génétique, le moteur du hasard, qui peut modifier les populations de manière totalement imprévisible. Et enfin, la spéciation, qui, en partant d'un isolement, finit par créer de nouvelles branches sur le grand arbre de la vie. Et surtout, il ne faut pas croire que l'évolution, c'est une histoire qui date de la préhistoire. En fait, on y participe tous les jours. Quand on choisit les fruits les plus sucrés ou les légumes les plus gros pour les faire se reproduire, on fait ce qu'on appelle de la sélection artificielle. On agit exactement comme l'environnement pour les phalènes, en favorisant certains caractères plutôt que d'autres. Le point essentiel à retenir, c'est donc celui-ci. Par nos actions, que ce soit en sélectionnant nos aliments ou en transformant les paysages, l'humanité est devenue la principale force évolutive sur la planète Terre. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse. Quelles sont les espèces de demain que nous sommes en ce moment même en train de créer ? Merci d'avoir suivi cette analyse.